Bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de demain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors oui, je m'appelle Mélodie, je suis professeure de lettres modernes, de français. Alors quelles sont pour vous les principales missions de l'enseignant? L'enseignant a des missions d'instruction, mais aussi c'est vrai des missions éducatives d'un futur citoyen, donc c'est très important. Il y a toutes sortes de choses qu'on met en place pour que l'enfant, les élèves aient l'impression d'appartenir au collège et qu'ils en soient fiers. Donc sans parler d'uniforme et de choses comme ça, ou de devises pour le collège. L'élection du délégué de classe, c'est un moment hyper important pour les enfants, qui prennent très au sérieux. Qui se fait dans des conditions tout à fait officielles, avec la présence du CPE, avec un président du scrutin, donc, qui est en général le professeur, avec des assesseurs, et les élèves vraiment sont concernés par ce qui se passe. Donc en fait, on fait en sorte que les enfants soient impliqués dans la vie du collège. Les délégués, à partir de la classe de 5e, assistent au conseil d'administration, au conseil de discipline, donc ils sont quand même en rapport avec les adultes assez régulièrement, en dehors de la classe, et ils sentent qu'ils font partie d'une machine qui fonctionne. Voilà, avec à sa tête bien sûr la direction, c'est évident. Et je leur apprends que tout ce qu'ils font individuellement a des répercussions sur le groupe, positives ou négatives, hein, mais on est tous responsables de l'ambiance du groupe. Et c'est hyper important parce que les enfants, surtout les adolescents, moi je suis enseignante en collège, ils sont très sensibles au groupe, au fait d'être acceptés par le groupe, donc on doit jouer ce jeu-là et ne pas du tout négliger l'aspect collectif d'une classe. Merci. Alors, selon vous, est-ce que les missions de l'enseignant ont évolué au cours de ces dernières années? Alors, moi j'enseigne depuis j'ai le concours il y a 6 ans, donc j'ai un recul quand même qui est assez limité. J'ai vécu une réforme du collège en 2016, mais j'avais pas non plus assez de recul pour voir les différences avec ce que je faisais avant. En revanche, j'ai été collégienne, donc il y a longtemps et pas si longtemps que ça, au début des années 2000, et je trouve que le collège, en tout cas dans ce qu'on apprend en termes de compétences, de savoir-faire, les programmes sont restés les mêmes, ce que je trouve assez satisfaisant, parce que ça crée un lien, je trouve, entre le collège tel qu'il était avant, le collège tel qu'il est aujourd'hui. Moi en tout cas en tant qu'enseignante, ça me permet d'avoir des repères avec ce que j'ai pu ressentir quand j'étais ado face à des œuvres, et ça influence beaucoup mes choix d'enseignement en fait, le souvenir que j'ai du collège. Mes collègues qui ont un peu tous les âges, hein, parce qu'une salle des profs c'est l'image d'une société, il y a des collègues tout jeunes et des gens qui sont là depuis 30 ans, et voilà. C'est vrai que les collègues les plus âgés, ceux qui ont le plus de recul, qui ont on va dire 10-15 ans d'enseignement minimum derrière eux, nous expliquent que oui, il y a un virage numérique qui a été pris, mais que ce virage numérique, pour l'instant, il est vraiment timide encore, hein, il en est assez balbutiement, et il n'a pas un impact réel sur les performances des élèves, mais plus sur la pédagogie. Le numérique a beaucoup simplifié l'aspect matériel en fait, de nos cours. On est entré dans l'ère des compétences, donc on peut continuer à noter les élèves, à évaluer les élèves avec des notes chiffrées, mais on doit valider ce qu'on appelle un socle de compétences en 3e notamment. En fait, on le fait à chaque trimestre pour chaque classe. Et la notion d'interdisciplinarité est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était. Je me base sur ce que me disent les collègues et sur ce que j'ai observé en tant que collégienne aussi moi-même. Hein. Mais cette notion d'interdisciplinarité est beaucoup plus forte aujourd'hui que dans le collège d'avant. Ça donne plus de sens à ce qu'on fait. Quand les enfants comprennent que ce qu'on fait en histoire a un écho en français, que les mathématiques c'est pas non plus le contraire du français, mais qu'on peut relier grâce au champ des compétences les disciplines. Les disciplines sont moins fermées sur elles-mêmes en fait, je crois, grâce aux compétences. Merci. Alors, selon vous aussi, quelles sont les motivations qui vous animent chaque matin avant de rentrer dans une classe? Ce qui me motive, moi, c'est de retrouver mon groupe avec ses spécificités, de savoir qu'à l'heure d'après, quand je vais retrouver une autre classe, je vais retrouver complètement autre chose. Et c'est ça qui est assez motivant, c'est qu'il n'y a pas d'ennui. Le cours, il est jamais complètement comme on l'a prévu.
il doit être fait, je crois, hein, je me permets d'être un peu de donner, enfin de dire ce qu'il faut faire, mais je pense que le cours il doit être fait en fonction des élèves. Il faut une base qui est élaborée par le professeur, mais ensuite il faut tenir compte de comment ça se passe. Et moi, ouais, le matin, j'ai une curiosité de me dire, le texte que je vais tester, comment ça va être pris, et je sais très bien que même si j'étudie le même texte avec 2 classes de 5e, ce sera pas du tout pareil, j'aurai pas du tout le même cours. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des déceptions dans votre carrière? Les difficultés, pour moi, elles peuvent arriver à n'importe quel moment de la carrière. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun prof vous dira que au bout de, je sais pas, 7 années d'expérience, on est tranquille et que ça roule tout seul, puisqu'encore une fois, on est au contact d'individus très différents les uns des autres, et de groupes qui n'ont pas la même cohésion, qui n'ont pas le même fonctionnement, donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver en arrivant. Donc moi, mes difficultés, la première année, c'est-à-dire on va dire entre l'année de stage et l'année où on est ce qu'on appelle un néo-titulaire, c'est-à-dire que notre stage a été validé, on n'est plus un fonctionnaire stagiaire, on est un fonctionnaire titulaire. Et ce sont vraiment 2 années où on teste ses cours, où on teste son autorité pour le meilleur et pour le pire dans mon cas, parce que l'autorité ça va pas du tout de soi, c'est très très difficile. Moi j'étais pas du tout à l'aise avec la punition, avec le fait de parler fort, de devoir sévir, je le voyais vraiment comme un truc qui me tombait dessus. Donc ouais, ce qui m'a déçue, je pense, c'est de comprendre que l'autorité n'allait pas de soi, alors que moi je pensais qu'il suffisait d'être un adulte face à des élèves, adolescents, peu importe leur âge, et que ça roulait, on était le prof, pas du tout. Donc ça a été un peu une déception. Puis une fois qu'on comprend qu'en fait, oui, il faut instaurer un rythme, des petits rituels en classe, même si ça paraît barbant. Une fois qu'on a compris que chaque année c'est un nouveau recommencement, et que le mois de septembre c'est un mois où on va pas forcément être dans l'opposition avec les élèves, mais on va devoir être hyper vigilant à mettre en place, je dirais, des automatismes de travail. Et ben en fait ça, une fois qu'on l'a digéré, ce côté un peu rébarbatif du métier, on se rend compte qu'en fait c'est hyper intéressant, que même si parfois on est un peu dans la confrontation avec soit le groupe soit quelques élèves, en fait on sait avec l'expérience que à la fin de l'année ça se passera très bien. Mais les ados, ils testent l'autorité, ils acceptent pas tout de suite les règles, mais ça veut pas dire que parce que ça commence mal, ça va mal se terminer. Merci. Selon vous, est-ce que le métier d'enseignant vous permet la prise d'initiative? Tout à fait. Le métier d'enseignant, et c'est pour ça que je le trouve très rassurant, parce que moi j'ai vraiment besoin de cadre. Quand on est enseignant, on construit ses cours sur la base d'un programme qui nous est donné. Et donc, à partir de cette contrainte qui n'en est pas du tout une en fait, on peut quand même laisser libre cours à son envie de faire découvrir, dans mon cas, des textes, différents supports, des œuvres cinématographiques, des images, parce qu'en français on a la chance vraiment de varier les supports, de faire de l'étude de l'image, de l'étude documentaire, d'aller du côté de la culture générale. On n'est pas que, malgré ce qu'on peut croire, on n'est pas du tout que dans la grammaire, l'orthographe, mais pas du tout, on est avant tout sur de la littérature, et la littérature c'est très large et très riche, et on peut faire beaucoup de choses. Une fois qu'on débloque ce truc et qu'on comprend que le programme officiel c'est un très bon cadre dans lequel on peut évoluer, on peut prendre toutes les initiatives qu'on veut, les projets, les sorties, il suffit d'être organisé, de proposer au chef d'établissement un calendrier, un planning, un budget. Franchement, vous pouvez faire toutes les sorties que vous voulez avec vos élèves, du moment qu'il y a un intérêt pédagogique, vous y êtes très très encouragé. Moi vraiment, avec le temps, je vois que j'ai une vraie liberté sur le choix des textes. On n'est plus du tout tenu, surtout depuis la réforme de 2016, qui a rompu l'aspect très chronologique en fait du programme de français. Maintenant, on peut d'abord mélanger les genres littéraires, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qui était très bien aussi, c'est l'école que j'ai connue, mais on étudiait, chaque chapitre correspondait à un genre littéraire. Par exemple, là on va étudier que du théâtre, et là que de la poésie, et puis voilà. Maintenant on mélange complètement les genres. Il y a un genre dominant si vous voulez, par exemple je vais proposer une séquence à mes élèves sur le récit d'aventure, mais je vais pouvoir y incorporer au milieu ou à la fin des poèmes où les auteurs chantent leur amour de l'aventure, du voyage, et
Et ça permet du coup de pas être un peu figé dans le genre littéraire et dans l'aspect hyper technique qui, je pense, est très rébarbatif pour les élèves. Parce que nous, les profs de français, on a un bel objectif que nous rappellent nos inspecteurs, c'est qu'on doit donner l'envie et le goût de lire. Donc à partir de là, tout est un peu permis, quoi. Tout ce qui nous permet de capter l'attention des enfants est autorisé. Hein. Et c'est vraiment la chance de mon métier et je pense de ma discipline aussi. Alors en 2016, Céline Alvarez fait paraître un livre intitulé « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle décrit dans son livre la pédagogie utilisée qui rappelle celle de Montessori. Est-ce que vous-même, vous appliquez une méthode particulière avec vos élèves? Alors, une méthode que j'ai pas théorisée, n'ayant encore une fois pas assez de recul, voilà. Mais alors, la méthode Montessori, non, j'ai pas les moyens de l'appliquer. En plus, au collège, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de collège Montessori où il y en a très peu. C'est surtout les niveaux du premier degré qui sont concernés. C'est une pédagogie qui est intéressante et il me semble que notre ministère nous encourage de toute façon à regarder ce qui nous intéresse dans cette pédagogie et à l'appliquer. Mais la pédagogie Montessori, donc l'idée c'est de partir vraiment de ce que Céline Alvarez appelle les lois naturelles de l'enfant, c'est-à-dire ce vers quoi l'enfant va naturellement. Nous c'est beaucoup plus difficile dans le cadre du collège, hein, où on a déjà des enfants qui ont une culture scolaire derrière eux, donc ils sont pas, je dirais, aussi spontanés que des enfants de 3 ans, ça c'est évident, et puis même à 11 ans on peut pas être complètement spontané, même s'ils ont l'air spontanés, en fait ils sont déjà très sérieux et très écoliers, très studieux. Mais moi, ma méthode, en fait, elle parle toujours de l'oral, parce que ça, c'est un conseil que j'ai reçu à l'ESPE, donc on va dire l'espace où le centre de formation des professeurs, qui avait un autre nom que j'ai d'ailleurs oublié. Et du coup, à l'ESPE, on nous a beaucoup appris, à partir de l'oral, à engager en fait la classe dès le début de l'heure. Donc l'engager, c'est pas simplement lui dire enlevez vos manteaux, posez vos affaires, sortez vos trousses. C'est vraiment partir d'un petit bout de texte et on va demander les impressions des élèves ou comme l'a appris à faire mon tuteur d'établissement, donc le collègue qui me suivait quand j'étais en stage, qui était un professeur de français comme moi, qui était dans l'établissement avec moi, qui était un super tuteur. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance avec ce tuteur. Et lui, il m'a toujours dit, mais tous les cours doivent quand même partir des élèves. C'est-à-dire que bien sûr, nous, on arrive, on a préparé notre cours, on propose quelque chose, un exercice de grammaire, une question de grammaire, une affiche de film, ce qu'on veut, un texte. Et puis on dit aux élèves, bon bah alors, en ayant bien sûr dans notre tête un objectif, une idée, hein, mais on dit aux élèves, bon alors vous en pensez quoi? Et on doit toujours partir de ce que les élèves connaissent, ce que nous on appelle dans notre jargon les prérequis en fait. Partir de l'idée que même le petit 6e qui vient d'arriver, c'est pas un élève tout neuf, hein, il était à l'école primaire et il a quand même 5 ans d'études derrière lui, je compte pas la toute petite école, hein, mais du CP au CM2 il a acquis beaucoup de choses. Et même si le collège c'est tout nouveau pour lui, il débarque pas. Donc moi là par exemple je commence toujours mes classes de 6e, le programme avec les contes merveilleux, parce que je sais très bien que les élèves en ont lu déjà à la maison, en ont entendu, tout le monde sait plus ou moins ce qu'est un conte. Et peut-être pour lui mettre à l'aise aussi, je pars toujours plus ou moins de quelque chose qu'ils connaissent. Je vais pas commencer mon cours par le point de grammaire le plus difficile, le texte de Montaigne sorti de nulle part qui va les mettre en difficulté. Hein. Il ne s'agit pas de simplifier, mais il s'agit vraiment de toujours se dire ça part de vous, et où je vous fais croire que ça part de vous, et comme ça rendra beaucoup plus sympathique le moment où on passera au bilan, à la leçon, parce qu'ils auront déjà l'impression d'avoir en quelque sorte construit ou co-construit le cours. Enfin moi c'est ma méthode. Quelles sont les valeurs fondamentales nécessaires pour enseigner? Ce métier, je pense honnêtement qu'on le choisit parce qu'on a à cœur de donner à tout le monde les mêmes chances d'apprendre. Voilà. C'est un service public, l'éducation, c'est-à-dire que chaque enfant doit recevoir les savoir-faire
les connaissances qui lui permettront à l'âge adulte, ou à 16 ans, s'il a décidé d'arrêter l'école à 16 ans, parce que c'est le droit de tous les enfants dans notre pays, en tout cas, nous on veut être sûr que ils auront un espèce de petit capital de savoir-faire, qui sauront s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. On travaille beaucoup l'argumentation. Voilà. On demande aux enfants de prendre la parole ou de prendre la plume pour dire ce qu'ils pensent de manière construite. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un ensemble de valeurs, c'est-à-dire qu'on ne forme pas des petits singes savants. On forme des personnes qui deviendront des adultes et qui devront prendre des décisions importantes. Et alors, notre mission, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'on doit les mettre en confiance, leur montrer que le savoir n'est pas, je dirais, le privilège d'une élite. Mais je crois que c'est vraiment de prendre tous les élèves au même niveau et de se dire qu'il faut leur offrir à tous, peu importe leur niveau social, culturel, économique, ça paraît idiot de le dire mais il faut le rappeler, il faut leur offrir à tous les mêmes connaissances, les mêmes parcours, les mêmes chances. Je dois jamais perdre de vue que moi j'ai des objectifs avec eux, je sais où je vais, et que de toute façon ce que je leur transmets, ça leur servira. Voilà. Et c'est pas grave s'ils s'en rendent pas compte tout de suite. Un enfant qui est en confiance avec le savoir, c'est un adulte bien dans sa peau et qui choisira sa voie. Il s'agit pas... Moi mon but c'est pas que tous mes élèves deviennent des profs. Hein. Ça me ferait même pas spécialement plaisir, je veux dire, c'est pas... Voilà, il faut choisir ce métier. Mais juste retrouver des élèves adultes, devenus adultes, qui vous disent moi l'école ça m'a donné confiance en moi, j'étais peut-être pas hyper bon en orthographe mais franchement j'adorais aller à l'école, j'adorais les sorties, les qu'on faisait, les textes qu'on faisait, les activités qu'on nous proposait, l'école c'était un lieu hyper chouette où j'ai rencontré mes copains. C'est le but de chaque prof quoi, et c'est ce qui doit nous animer, de se dire qu'on permet à des adultes, à des jeunes adultes de démarrer leur vie en toute confiance, et la plupart des enfants et même des adultes manquent cruellement de confiance en eux. Et c'est ça qui fait que parfois la transmission du savoir est difficile. Hein. Comment impliquez-vous les parents dans cette relation, que je veux dire, à trois, avec les enfants et le ou la professeur ? Moi, tout simplement, je rappelle toujours aux enfants qu'on fait partie d'une communauté, en fait. La communauté, ça veut dire que ça les englobe eux et moi, et que donc je leur parle toujours de leurs parents. Et je dis toujours, peut-être que... il faut que je discute avec tes parents à propos de ce petit problème d'orthographe que t'as. Alors a priori comme ça on peut se dire mais quel rapport entre les parents et l'orthographe, mais parce que je leur dis non, il faut que je dise à tes parents ou que je leur écrive via le carnet de correspondance, via des mails ou que sais-je encore, voir ce qu'on peut mettre en place avec eux sans que ce soit difficile pour les parents. Pour moi, vraiment ce qui est important pour moi c'est de ne pas surcharger les parents. Je ne veux pas stresser les parents en leur disant maintenant chaque soir vous allez aider votre enfant. D'abord j'ai pas d'ordre à donner à des gens. Mais ouais, je pense que c'est important de montrer aux parents qu'on est du même côté qu'eux, que quand on doit punir leur enfant, s'il faut parler discipline, on est vraiment désolé et on veut faire en sorte que ça se passe mieux. Le mot sanctuaire qui a longtemps entouré l'école, pareil, c'est une vision un peu vieillotte de l'école. L'école n'est pas un sanctuaire, l'école est un service public et nous faisons tout pour ouvrir les portes du collège, sans nous montrer, je dirais, vindicatif à l'égard des parents. Un enseignant, par exemple, n'a pas le droit de convoquer un parent. On propose un rendez-vous téléphonique, physique, puis si on voit qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté, on laisse un peu de temps, mais on baisse pas les bras, quoi. Moi, je veux que mes élèves sentent que leurs parents et moi, on forme un tout, et que on se parle, on se connaît, on a les mêmes objectifs éducatifs, c'est-à-dire on veut que l'enfant devienne un adulte bien dans sa peau, responsable, voilà. Et l'éducation, c'est un travail collectif qui inclut les parents d'abord et en premier, parce que c'est eux, ce sont eux qui font partie de la vie de l'enfant au quotidien, et la parole des parents est beaucoup plus importante aux yeux et aux oreilles d'un enfant que celle du professeur. Donc il faut rester à sa place en tant que prof. On n'est pas dans le cercle des poètes disparus. Moi, je n'ai pas la chance que mes élèves me voient comme une sorte de révélation. Que vous apporte le travail effectué au quotidien avec vos élèves ? Alors, il me prend beaucoup d'énergie, car être professeur, c'est un métier physique. Il ne faut pas l'oublier. Un professeur,
travaille avec des enfants, même si moi je travaille avec des adolescents, ce sont des enfants, donc ils me demandent beaucoup d'énergie, hein, parce qu'ils en ont beaucoup. Et que aussi quand ils sont fatigués, ils se mettent pas du tout en économie d'énergie, ils en déploient encore plus, donc c'est vrai que parfois on se dit mais c'est terrible, ces enfants, ils m'en demandent beaucoup. Mais ils en demandent beaucoup parce qu'en fait ils sont spontanés, avides de connaissances, et que ce ne sont pas encore des adultes qui contrôlent complètement leurs paroles, leur énergie. Donc moi ce métier, il me prend beaucoup d'énergie, mais il m'apporte aussi énormément, je trouve, en tout cas avec les années, de tolérance. C'est-à-dire que je connais beaucoup mieux les enfants grâce à mon travail sur le terrain que je ne le croyais au début de ma carrière. C'est pas parce qu'on lit des livres sur la pédagogie ou qu'on étudie bien son petit programme pour avoir le CAPES ou l'irrigation qu'on connaît les enfants. Les enfants, on les connaît si on travaille avec eux tous les jours. Et ce sont des partenaires de travail qui ont plein de qualités parce qu'ils sont très honnêtes. Un enfant ne vous cachera jamais ses sentiments à votre égard. S'il vous aime pas, il vous le fera très bien comprendre. S'il vous aime bien, il vous le fera aussi comprendre. S'il n'a pas envie de travailler, il l'exprimera. C'est donc ce qui les rend attachants. En tout cas, mon travail m'a apporté, je pense, plus de patience. Je suis beaucoup plus patiente et tolérante. C'est aussi un travail qui a consolidé chez moi mon sens de l'organisation. Il ne faut rien laisser au hasard. Il faut vraiment arriver en classe avec tout le matériel dont on a besoin parce que les enfants vont nous demander tellement d'énergie, vont tellement changer nos plans parfois à la dernière minute, ou vont nous poser une question où vraiment on va se remettre en question en disant mais c'est pas vrai, mais j'ai pas abordé ce point pendant mon cours, ou alors parfois ce qui est terrible pour un professeur, c'est d'avoir donné toute son énergie pour expliquer en points de grammaire, de conjugaison ou que sais-je encore, et de voir qu'une moitié de la classe n'a vraiment pas compris la leçon, l'a exprimée. Il faut se remettre en scène, et le lendemain, faut pas lâcher. En tout cas, moi, c'est mon credo. Tant que j'ai pas 100% de mes élèves qui ont compris quelque chose et qui l'ont exprimé, je continue la leçon. J'arrête pas ma leçon, ma séance en me disant je dois continuer. Voilà. Il me maintient en éveil, ce métier. On pense beaucoup qu'on fait les mêmes choses, qu'on s'ennuie, que travailler aux côtés d'enfants, ça nous fait régresser, mais c'est complètement faux. Je veux dire, ils ont un cerveau qui va tellement vite par rapport au mien, qui pense à des choses auxquelles je ne pense pas, et donc je suis obligée de me remettre en question. Donc moi je ne m'ennuie pas du tout, et surtout, ce métier il demande de faire un effort de présentation de soi. Il faut être disponible, il faut être souriant, bienveillant, de montrer que j'ai envie d'être là, que le cours que je propose, je l'ai préparé, que je l'apprécie, que le roman que je leur fais lire, je l'ai lu et je l'adore, que le film qu'on va voir en fin de chapitre, c'est vraiment un film que j'ai choisi et qui m'anime. Voilà, quand on est prof, pour moi, il faut avoir une force de conviction, il faut l'entretenir. Les ados sentent très bien les choses, ils savent très bien si un prof est content d'être là ou pas, et du coup, franchement, c'est un métier avec un public, quoi. Faut s'adapter à son public, faut être disponible pour lui et pas attendre de reconnaissance. Ça, ce sont des adolescents. Ils sont déjà pas toujours sympas avec leurs parents, donc ils sont pas forcément sympas avec nous. Par contre, quand ils veulent nous remercier ou nous écrire un petit mot en fin d'année ou un petit mail pour nous exprimer leur attachement, ils le font avec une immense spontanéité. Ça fait toujours plaisir parce que quand ils vous donnent de la reconnaissance, ils la donnent, mais elle est vraiment immense, quoi. Pourriez-vous nous citer un livre qui vous a marqué sur votre chemin, que vous aimeriez partager avec la communauté, et nous dire pourquoi? C'est W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, qui est un livre dont je veux parler, qui est un roman. Alors c'est un livre que j'avais dû lire, étudier, dans le cadre de ma classe de première. C'est-à-dire que c'est mon professeur de français de première qui est un homme extraordinaire, avec qui je suis encore en contact, qui, quand moi j'étais en première, était, je pense, pas un jeune prof, mais un prof encore qui avait même pas 40 ans, donc il y avait aussi quelque chose de super dans ses cours, une espèce d'énergie, je sais pas, voilà, c'était un prof passionné de cinéma, il l'est toujours, donc ça c'était aussi génial, parce qu'avec lui j'ai découvert des grands classiques du cinéma. Et donc cet homme a aussi des goûts en littérature que je trouve géniaux. Et W ou le souvenir d'enfance, c'est donc un livre qui est extrêmement maîtrisé dans la forme. En même temps, Georges Perec
C'était un membre de l'Oulipo, donc c'était un homme passionné par la forme et qui s'imposait des contraintes souvent invraisemblables. Hein. Si vous avez lu La disparition, c'est pareil, c'est une contrainte formelle assez intéressante. Il s'agit d'écrire un livre sans y insérer la lettre la plus utilisée de notre alphabet, qui est le E. Donc déjà, c'est assez marrant comme point de départ. Mais Georges Perec, c'est avant tout un grand écrivain et un grand humaniste, qui a été marqué par la Shoah et par la disparition de ses parents. Et par la notion du secret autour de son enfance, parce que c'était un enfant juif caché pendant la guerre. Et dans W ou le souvenir d'enfance, donc un roman autobiographique, qui est vraiment découpé en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapitres qui traitent d'une fiction, qui est une espèce de camp de travail, qui est évidemment une référence au camp de détention et au camp de la mort. Et puis il y a la partie autobiographique, hein, où il dit « je ». Mais c'est un livre que j'ai pas encore étudié avec mes élèves. D'abord parce que moi je suis au collège, donc je sais pas si je me sentirais, même si j'ai des collègues qui le font, de l'étudier en 3e. Je trouve que c'est un livre trop bouleversant. Et je crois que c'est un livre que j'aime tellement que je serais pas apte à en parler en fait. Il me touche en fait. Il me touche profondément. C'est pas qu'un livre que j'admire, c'est pas... j'adore Madame Bovary de Flaubert, mais je suis pas émue aux larmes quand j'en parle. Quand je parle de l'œuvre de Perec, et je crois plus globalement de la littérature autour de la Shoah, et l'autre livre dont je voulais vous parler est un livre sur la Shoah. Voilà, là c'est vraiment des livres qui pour moi incarnent ce que je cherche en littérature, c'est l'émotion quoi. C'est être touché au cœur. Et quand je serai mûre, j'espère que j'en parlerai à mes élèves, mais il faudra que j'en parle bien, aussi bien que mon professeur de première, donc il faudrait que je retrouve ses cours. Perec, c'est quelqu'un dont la mémoire a été en quelque sorte entravée, voilà, comme beaucoup d'enfants. Autour de la guerre, vous avez peut-être lu ou vu le film Un secret, et la Seconde Guerre mondiale, elle a été synonyme de mort de masse, mais aussi vraiment de sacrifice des enfants. Voilà, beaucoup d'enfants qui ont pas connu leurs parents, qui ont été cachés, dont l'identité juive en l'occurrence a été cachée, et W c'est aussi ça quoi, c'est l'idée de on ne nomme pas le lieu, mais c'est un lieu synonyme de mort, c'est un lieu qui vous hante, mais ça reste un lieu un peu fantasmé, on sait pas trop de quoi on parle. Merci. Auriez-vous un conseil pour les jeunes qui nous regardent ? Moi j'aimerais m'adresser aux élèves, collégiens ou lycéens, et leur dire que ce qui est important, parce que ce que j'observe chez les élèves, c'est un manque cruel de confiance en eux. C'est-à-dire que les élèves pensent très souvent qu'ils sont nuls, qu'ils sont nés avec un manque de quelque chose pour réussir. Et du coup l'école, et je le comprends, je me mets à leur place, j'ai été élève aussi, l'école n'est pas forcément un lieu qu'ils s'approprient, où ils se sentent à l'aise, ils ont aussi cette tendance à croire qu'à l'école on les compare, alors que l'école n'est pas du tout un lieu de compétition, puisqu'à l'école on donne des évaluations individuelles et on n'organise pas des concours entre les élèves, on n'est plus dans les années 1950, on ne proclame pas les notes dans la cour de récréation par ordre croissant, voilà, il n'y a plus de tableau d'honneur, il n'y a plus de bonnet d'âne, mais en tout cas moi je trouve que j'ai trop d'élèves qui ne croient pas en eux et qui pensent que tout est perdu d'avance. Et donc des élèves qui baissent les bras, des élèves qui ne participent pas en classe, des élèves qui se font tout petits, comme s'ils n'avaient pas le droit de faire partie du collectif. Alors peut-être que ces élèves sont comme ça parce que nous, enseignants, on ne les met pas à l'aise, et je m'inclus là-dedans, peut-être que je ne les mets pas assez à l'aise, peut-être que je ne les valorise pas assez, je ne sais pas, ou peut-être que les groupes ne les valorisent pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de bienveillance entre les enfants, et c'est pour ça que je crois vraiment, et on en parle beaucoup de nos jours, la bienveillance, c'est une valeur à enseigner aux enfants, au même titre que le respect des lois, la citoyenneté ou que sais-je encore. Être bienveillant, c'est fondamentalement être un citoyen. Ne pas écraser l'autre pour cacher ses propres problèmes, ses propres lacunes. Il y a vraiment des enfants qui souffrent du regard des autres, plus du regard des autres enfants que du regard des adultes. Et il y a vraiment des enfants qui ont besoin, soit qu'on ne leur dise rien, qu'on ne les juge pas, c'est déjà pas mal, hein, mais surtout qu'on a besoin qu'on ne leur dise pas des choses négatives. Et je suis vraiment très triste de voir qu'il y a des enfants qui ne sont pas heureux à l'école, alors que l'école est un lieu fait pour les enfants, où la plupart des adultes sont bienveillants. Donc le message que je pourrais adresser aux enfants qui n'ont pas assez de confiance en eux, c'est de se regarder un peu positivement,
d'arrêter de se demander des choses impossibles, d'arrêter de se trouver nul, moche, stupide, au nom de quoi, qui vous a dit ça, et de demander aussi aux enfants qui ont une tendance à juger les autres de ne pas le faire parce que ça a des répercussions terribles sur la confiance de ces enfants-là. Et après, ça crée un monde, votre monde à vous, de futurs adultes, un monde qui est désagréable, où aller au travail est stressant, ou cohabiter avec ses voisins est stressant, parce que les gens sont agressifs. Donc apprenez la bienveillance. Il faut peut-être que nous, on la mette au cœur des programmes. C'est peut-être ça la réforme. Il y a des pays, notamment en Scandinavie, où on apprend la bienveillance aux enfants par des exercices pratiques. Voilà. Comment je peux être bienveillant, comment je peux avoir une communication positive. Mais rendez-vous toujours compte que vous valez quelque chose, que vous êtes intéressant, que quand vous êtes en classe, vous êtes légitime, et donc que vous avez le droit de vous exprimer devant tout le monde, ou d'aller voir le professeur pour lui demander quelque chose, que quand on vous demande d'écrire, de rédiger quelque chose, de vous exprimer, d'argumenter, faites-le. Saisissez les moments où on vous donne la parole, parce qu'on ne vous la donnera pas toujours, et que si vous ne vous habituez pas, malgré votre timidité ou que sais-je, à prendre la parole, à saisir les occasions où on vous demande de partager votre avis, eh bien c'est comme un sport que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas avoir cette aptitude adulte à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je veux, je ne veux pas. Voilà. Donc ayez confiance en vous, n'écoutez pas ceux qui vous dévalorisent, pensez que ceux qui vous dévalorisent sont souvent mal dans leur peau, et vraiment prenez la parole, quoi. Une classe, c'est censé être vivant, c'est pas un professeur qui parle tout seul et toujours les mêmes qui participent. Moi, c'est ça qui me tue, d'avoir toujours 4 élèves, les mêmes qui participent, et tous les autres qui, peut-être par ennui, parce que je suis peut-être très ennuyeuse, ou par timidité, ne participent pas du tout. Et je me dis toujours, mais comment on peut aller à l'école de 8h à 17h sans ouvrir la bouche ? Parce qu'il y a des élèves qui participent pas dans certains cours mais qui participent dans d'autres, ça c'est super, mais il y a des élèves qui participent pas du tout, donc dans le bulletin, tous les professeurs ont dit tu participes jamais, comment ça se fait ? Participer, c'est votre école, affirmez-vous, votre manière d'être, votre pensée, elle est aussi valable que la mienne en tant qu'adulte et que celle de vos petits camarades, voilà, c'est ça que je voudrais demander aux enfants. Et alors pour finir cette interview, avez-vous un mot de la fin ? L'école appartient à tout le monde. C'est un service public, c'est important. Et la valeur qui m'anime, moi, c'est que je suis agent de la fonction publique, que je n'ai pas d'objectif de rentabilité, que je travaille pas au nom de la rentabilité, et que l'école est ouverte à tous, aux adultes, aux enfants, que tout le monde doit s'en emparer, que ce n'est malheureusement pas encore le cas, qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui ne sont pas heureux à l'école. Et si on n'est pas heureux, je crois qu'on n'apprend pas bien. Et l'apprentissage, surtout, il ne faut pas le voir comme une obligation, comme quelque chose qui se concrétise par des notes. Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui nous constitue en tant que personne. Voilà. Et on peut s'amuser en apprenant. L'école, bien sûr, n'est pas toujours amusante. On ne peut pas être toujours dans le jeu, c'est pas possible. On doit aussi finaliser les choses, évaluer, on doit aussi sanctionner les mauvais comportements, c'est important. Mais fondamentalement, l'école c'est le lieu des enfants, et donc les enfants ils doivent avoir le moins de soucis possible. Il faut au moins laisser aux enfants ce moment de grâce d'avoir pas trop de soucis. Ils en auront tellement à l'âge adulte que s'ils pouvaient à l'école être bien, être à l'aise, avoir des copains et se préoccuper que de leurs copains et pas de ceux qui ne sont pas leurs copains, voilà. Si l'école pouvait être un lieu de confiance entre les enfants, entre les adultes et les enfants, pour les adultes aussi entre eux, ce serait vraiment bien, et je pense que ça devrait être notre objectif à tous, quoi, qu'on soit tous plus ou moins bien à l'école, à défaut de l'être à la maison en fait, c'est surtout ça, parce qu'on ne peut pas intervenir dans chaque famille, malheureusement on ne peut pas améliorer le quotidien de chaque famille, mais au moins que l'école soit un lieu neutre, où on peut être celui ou celle qu'on veut devenir, quoi, de façon complètement, je dirais, libérée, quoi. L'école, c'est un lieu qui ne promet pas l'égalité parfaite entre les individus, mais qui tend à l'égalité. Donc il faut déjà avoir cet objectif-là, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité,
et de permettre à tout le monde de s'exprimer, d'être bien. Je veux dire, quoi de plus précieux que le bien-être des enfants, hein, encore une fois. Je veux dire, un enfant heureux, c'est un adulte heureux. Je crois qu'on a plus de chances d'être un adulte bien dans sa vie et bienveillant envers les autres si déjà on a une enfance sympa, quoi.